Bonjour, je suis Alexis Méros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour hante la nuit parisienne depuis le début des années 2000. Certains jaloux disent de lui qu'il serait un Vito Corleone d'une mafia pas comme les autres, celle des branchés de la capitale. Mais lui ne se présente pas comme un parrain. Il préfère le titre de fou, d'amuseur, de clown. D'ailleurs, ce serait très tôt, en empruntant les vêtements de son père, trop grand pour sa taille d'enfant, que son goût pour le costume, celui des soirées costumées, se serait forgé. Ce guitariste showman n'a pourtant pas toujours travaillé sous les projecteurs. Ses débuts dans le monde de la night ont commencé sur le trottoir. Mais n'allez pas vous méprendre. S'il battait le pavé plusieurs soirs par semaine dans le bas de l'avenue Marceau, c'était pour protéger de son corps l'entrée du club privé Le Baron, dont il était le physionomiste le plus fantasque. Car ce monsieur est également comédien, hantant depuis ses 20 ans les plateaux de cinéma sous la direction de réalisateurs aussi différents que Jean-Pierre Mocky ou Mathias Malzieu. En ce moment, vous ne trouverez peut-être pas son nom en haut de l'affiche d'une œuvre du 7e art, mais il y a une bonne raison à cela. C'est que jusqu'ici, le rôle de sa vie pour cet esthète du kitsch, fan de Peter Sellers et d'Alice Cooper, c'est celui d'incarner le conteur des plus folles histoires qui tiennent éveillées toutes celles et ceux qui veulent faire la fête. C'est donc en Monsieur Loyal, noctambule, que ce fervent défenseur de la moustache, sauf aujourd'hui, s'est emparé des soirées des nightclubs les plus sélects de France. D'abord grâce à son activité de DJ qui lui permet de partager ses goûts éclectiques en matière de son, ensuite grâce à son flair qui lui fait découvrir de nouveaux talents musicaux, et enfin grâce à son incroyable maîtrise du karaoké, dont il a totalement réinventé le genre et qui est devenu une de ses marques de fabrique. Devant le public, le maître de cérémonie se grime, prend le visage des stars de son adolescence, il devient Lemmy de Motorhead, Prince, Axl Rose, David Bowie, Freddie Mercury, et accompagné d'un vrai groupe de rock, il vous entraîne à chanter leurs plus belles chansons. Aujourd'hui, c'est aux commandes du Sub Pigalle qu'il officie avec brio. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés à côté, place Clichy, pour découvrir un de ses bars préférés, le Cyrano, et prendre ensemble un café au comptoir. Bonjour Nicolas Hulman. Bonjour. Pourquoi on se retrouve dans ce café et pas celui d'en face ? Eh bien, parce que ce café a l'air quand même vraiment plus sympathique que celui d'en face, qui est un peu trop moderne. Ici, il y a des jolies peintures. Il existe depuis, je pense, 1914, parce qu'il était fréquenté par les surréalistes. Et donc, je me sens un peu plus à ma place. Et j'aime bien les fantômes qu'on côtoie ici. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fantômes en face. Les fantômes, alors, André Breton, on est vraiment... déménager. C'est une ancienne maison close. Oui. Ou l'antichambre d'une maison close, en tout cas, là où on se retrouvait avant de pouvoir s'encanailler. Tout à fait, derrière la porte, là, il y a un miroir. Et ce miroir est une porte et au-dessus, il y a un lupanar. Il y avait une chambre qui était réservée à ceux qui voulaient aller faire des galipettes, justement. Et donc, c'est un décor belle époque, c'est absolument merveilleux. Vous avez des mosaïques dorées. Le lieu parfait, finalement, pour trouver de l'inspiration. Des peintures de Cyrano. Et des peintures de Cyrano, car il s'appelle Cyrano. Original. Qu'est-ce qu'on y trouve dans un café ? Dans un café, c'est un petit peu comme prendre le métro. On trouve toutes les classes sociales. On peut croiser les gens qui vont au bureau, les gens qui rentrent au petit matin après une soirée où ils ont vu le jour se lever. Toi, tu y trouves de l'inspiration. Qu'est-ce que tu vas faire ? Soit est-ce que tu restes dans ta bulle et puis tu réfléchis à tout ce que tu dois faire pour préparer tes soirées, ou est-ce que au contraire tu y vas pour flâner et puis regarder les gens et t'inspirer des personnages ? Les deux. Comme moi, j'ai des difficultés à me concentrer. Je suis un peu... Là, je suis en train de lire en ce moment le livre de Pierre Richard, sa biographie qu'il a écrit. Et j'ai l'impression que c'est mon carnet de bord que je réécris sans m'en rappeler. Donc, tout ça pour dire que quand on est distrait, quand je travaille chez moi, et pourtant je travaille quand même beaucoup chez moi, je vais être déconcentré par les chiens, par mes guitares, par faire une machine. Tous les gens qui travaillent chez eux le savent. Finalement, on va être... Il y a tellement d'autres choses à faire dans une maison, dans un café. On échappe au quotidien dans un café. Exactement. Il y a des gens qui disent je vais au bureau, moi je vais au café pour travailler. Au moins au café, je suis avec mon ordinateur, mon téléphone et je suis moins déconcentré. Et évidemment, mes petits moments de déconcentration, c'est ces petites pauses et ces petites respirations pour observer les gens.
ce qui est toujours agréable. Alors il y a certaines heures qu'il vaut mieux éviter si on veut vraiment se concentrer. Moi généralement j'y vais après le déjeuner ou le matin. Après le soir, quand c'est l'heure de l'apéro, c'est plus dur de travailler. J'étais d'ailleurs super étonné que tu acceptes qu'on fasse cette interview un matin. Je me suis dit, travaillant toute la nuit, tel que je l'imagine en tout cas, il va se réveiller super tard, ça va pas être possible. C'est quoi le quotidien de Nicolas Hulman ? Ça a toujours étonné les gens. J'ai toujours dit en interview que j'essayais jamais de me lever toujours avant midi. Mais quand je dis avant midi, je me lève largement avant midi. Mais passer midi, c'est comme si j'avais échoué quelque chose. On passe dans l'après-midi. Et c'est pas parce que je travaille la nuit qu'il faut que je rate les journées. Et puis si je suis fatigué, je vais faire des micro-siestes pour retrouver de l'énergie. Ce fantasme des gens qui émerveillent la nuit, c'est-à-dire que c'est le fantasme de la personne qui va finalement avoir une idée juste avant la soirée et puis ne rien faire. Alors que non, c'est beaucoup de travail. Moi je le vois, je reçois depuis des années et des années des newsletters sur tout ce que tu fais et qui sont aussi bien l'information de la soirée, mais que quelquefois tes états d'âme, quelquefois tes coups de gueule, tes coups de cœur. Tout à fait. C'est un travail artistique. C'est vrai que j'ai eu une pression. Avant, j'avais plus de temps dans la vie, forcément. Plus on évolue. Moi, en un temps, j'ai un enfant depuis. J'ai plus de responsabilités. J'avais jamais tenu un lieu en m'en occupant tous les jours. C'était des soirées avant et des rendez-vous qui étaient une fois par semaine, une fois par mois. Là, travailler dans un club toutes les semaines, ça prend plus de temps. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, oulala, je vais moins avoir le temps de faire des newsletters. Mais finalement, maintenant, je vais à l'essentiel. Parler du programme. Je commence par une citation musicale qui m'inspire, ou un artiste que j'aime. Puis je rebondis un peu autour de ça. Puis j'oublie jamais de partager. C'est aussi être dans le partage, quoi. Une exposition, un film que j'aime, quelques recommandations artistiques, quoi, puisque tout mon univers tourne autour de mes passions artistiques, que ce soit le cinéma, la musique. J'ai l'impression que le cinéma est hyper présent. On le sent, mais hyper présent. Énormément à travers les intitulés de soirée, à travers la façon dans laquelle tu te mets en scène. Et à travers tous les projets auxquels tu as participé. Je parlais dans le petit portrait et tu me dis si c'est juste ce que j'ai dit au tout début. C'est très juste, c'est très chouette. Que vraiment il y a c'est plus qu'un attrait pour le cinéma, c'est une vraie passion, c'est une envie, peut-être j'ai l'impression d'en faire toujours plus. Tu as participé à des courts-métrages aussi bien en France qu'aux États-Unis. C'est quelque chose que tu continues, qui te tient à cœur, à quand finalement. Il y a eu une web série même sur toi il y a quelques années qui te suivait dans tout Paris. Quand est-ce que tu crées encore quelque chose de plus grand là-dessus ? Ah, bonne question. Quand je prendrai plus de temps parce que j'avoue que l'organisation de soirée, ça prend beaucoup de temps. Je fais pas que celles que je mets sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a aussi beaucoup en privé, pour des soirées de commande, pour des marques, pour des entreprises. Donc c'est vrai. Et donc quand on est tombé dans le confort d'un gagne-pain efficace pour son quotidien et encore plus quand on a une famille, ça veut dire qu'il faudrait que je redevienne un peu adolescent quand on prend beaucoup de temps pour soi sans forcément gagner sa vie. Et c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que je le fantasme. Mais d'aller au moulin d'Andé, m'enfermer quelques semaines pour écrire un projet, après pourquoi pas. Il faudrait que je le fasse intelligemment. Tu mets un peu d'argent de côté. C'est ça ou le théâtre, parce que je sais qu'également c'est une de tes grandes passions. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Et de transmettre également. J'en ai pas fait. Mais je fais une lecture d'une pièce bientôt, on verra ce que ça donne. Génial. On va faire un petit vrai ou faux sur la vie de Nicolas Hulman. Vrai ou faux, vous avez enregistré un livre pour enfants ? Alors c'est pas des livres, c'est des podcasts, comme toi, mais pour enfants, dans un studio qui s'appelle Au revoir Charlie, et c'est parti d'une idée après le confinement, où tous les jours, je me souciais de distraire les amis. Je voulais continuer à faire du show tous les jours, coûte que coûte, donc le moyen de le faire, c'était sur mon balcon en me transformant et en mettant une musique que m'inspire le quotidien qu'on vivait tous.
Et je me suis dit, bon, il faut aussi des distractions pour les enfants. Et j'ai commencé à lire des contes pour enfants tous les jours. Ça donnait des Génial. idées à une boîte de podcast qui m'a proposé de faire ma collection. Je ne me voyais pas écrire une dizaine de contes, c'est ce qu'il fallait pour une collection. Donc on a eu l'idée de faire une collection participative. Donc j'ai demandé à des chanteurs que j'aime. C'est des contes assez musicaux. Et on a créé Rocambolesque. Voilà. Donc il y a Cali dedans, Mathias Malzieu, Mathilde Amet, Yarol Popo, Extrêmement. Une vraie qualité. Camille Basbaz. Ouais, ouais. Non, c'est très qualitatif en plus. Et ce que j'ai l'impression, c'est que dès qu'il y a un projet qui t'attire, toi tu y vas en fait. Tu vas même pas réfléchir en termes de plan de carrière. Tu dis ah ouais, ce Ah oui, truc complètement. m'excite, j'y vais. Complètement. C'est né comment ça? C'est C'est-à-dire inné, que quoi. Parfois je regrette même, je dis oui, et je me dis mais pourquoi j'ai dit oui, je vais pas avoir le temps, je suis toujours, j'aime bien les défis, j'aime bien me dire ok on va le faire, on va réussir. Et Vous vous êtes fait tatouer les yeux d'Alice Cooper dans le dos. tout à fait. À quel Je niveau du regrette même dos? de ne pas avoir fait la tête, je devrais faire la tête. Je peux la rajouter autour en même temps, il y a déjà les yeux, c'est pratique. C'est derrière, il te regarde entre les deux omoplates. Et cet homme a des yeux dans le dos. À 18 ans, en vacances à Calvi, vous avez failli vous faire tabasser par des légionnaires et des Corses. C'est vrai. Et des Corses pour port suspect du kilt. C'est vrai. Je me suis fait héler de sale pédé parce que je portais un kilt. Et je passais mes vacances là-bas. Et moi, c'était un clin d'œil et une référence à Axl Rose, qui était un des héros de mon enfance, quoi. Mon enfance rebelle, le hard rock. Et je mettais des kilts. Je l'avais même mis à l'école. Une fois, je m'étais fait renvoyer. Ça plaisait pas à l'école et aux légionnaires, donc. Excellent. Et on dit bonjour à Axel qui nous écoute. Parce que, C'était pour faire ça, moi. Alors, je l'aime un peu moins maintenant. bah, il a un peu changé. Il a un peu changé. Il a un peu changé. Parce que je suis passé les piqûres. J'ai c'est- pas de mal avec les chanteurs qui vieillissent. Je vais voir tous ceux qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, mais lui, quand même, ça m'a fait du mal, j'avoue. On va C'est rester ma à limite. Use Your Illusion et, Ouais. et Spaghetti Incident. Vous faisiez tellement la fête chez vous qu'un jour, un voisin en peignoir, rendu à moitié fou par le bruit, a défoncé votre porte. Ouais. Et c'est ce qui vous a donné envie. Enfin, en tout cas, c'était l'ultimatum pour commencer à organiser des soirées ailleurs que chez vous. Ah, c'est vrai, elle revient souvent cette histoire. Je me rappellerai toute ma vie de sa phrase. On n'est pas des hannetons. J'étais punk moi aussi. C'était un. Hanneton. Ouais, c'était un brocanteur qui avait le coude facile. On peut dire ça comme ça, le coude facile? On comprend ce que ça veut dire? Il était soupolé, c'est ça un peu. Non, alors. Ah, il levait le bras quoi. Voilà, Ouais. voilà. Oh, les petits scones de Charlène qui arrivent sur notre gauche. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce lieu, c'est qu'il y a ma copine Charlène qui fait la cuisine. Des choses Et à ça, manger. c'est un gros plus. Parce C'est qu'on a vrai. une petite faim. Elle est chef. Ah, les chefs, et en ce moment, on parle beaucoup d'elle. Elle a beaucoup de talent et les gens viennent aussi beaucoup ici pour manger. Ça, c'est un des plus. Le Cyrano Rubio Ah oui. dans le 17e. Et donc, il a donné un coup de pied dans la porte qui est tombé à plat ventre, Mais comme non. dans un Tex Avery. Vraiment. Et au lieu d'être effrayé par ça, j'ai pouffé de rire, je me suis retourné pour pas pleurer de rire. Et c'était tellement drôle, quoi. Comment justifier auprès de son assurance? Alors que j'avais une batterie, en fait, qu'on m'avait prêtée. Ouais. Et je jouais avec, on faisait des buffs, mais avec des, je disais aux gens en pensant être responsable, non, s'il vous plaît, pas avec des baguettes, ça va faire trop de bruit. Je leur donnais des baguettes chinoises. Et donc, je lui dis, mais excusez-nous, Ce sont je des- pensais qu'on faisait moins de bruit, on jouait avec des baguettes. Tic, 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 tic. Ça n'a pas Des suffi, quand petits même. baguettes, c'est ça, les trucs. Les baguettes pour manger, c'est, Ouais. Ah oui, d'accord. sa Les baguettes nourriture. chinoises, Les d'accord. baguettes chinoises. effectivement. Mais ça fait moins de bruit, couverts, c'est quoi. très sympa. ça faisait un peu moins de bruit, mais quand même assez pour Le énerver un problème, voisin. c'est la grosse caisse. Quoi. Ah là là, ah ouais, exactement. Il n'y avait pas de baguette chinoise au pied. Voilà. Mais en tout cas, je préfère largement ce genre de voisin qui vient régler ses comptes en direct plutôt que d'appeler la police. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage qui revient souvent dans mes histoires. Il a marqué tous ceux qui étaient là déjà. Et puis, c'est vrai qu'on me reparle souvent de cet épisode. C'était drôle. C'est Donc vrai que c'est une des raisons. C'est vrai que c'est pour lesquelles je me suis dit qu'à un moment, il fallait continuer à faire la fête dans des lieux adaptés. C'est vrai. Donc cette histoire est vraie. Maintenant, j'ai un voisin qui m'a écrit ce week-end en me disant tu peux arrêter la musique. On pense encore que c'est moi le fautif de la fête. Mais j'étais au pas Luxembourg, c'était pas moi. Je lui ai envoyé une photo de moi, il m'a dit ah pardon. C'est-à-dire que ça me suit encore. Ça fait 2 fois qu'il m'écrit, mais il doit avoir quelqu'un d'autre. La relève dans l'immeuble, mais c'est pas moi. Votre appartement a brûlé.
Et vous en avez fait un film. Une exposition. Une exposition. Une de exposition, photos. une exposition incroyable. En fait, je me suis dit, faut profiter de ce décor. J'étais fasciné. Je sais que la petite amie avec qui j'étais à l'époque, elle a été traumatisée. Elle voulait plus retourner dans l'appartement. Moi, j'y allais tous les jours. Je fouillais dedans. Je suis devenu archéologue et j'ai retrouvé une bague en argent que j'adorais parce que je me suis dit, l'argent, ça brûle pas. Et je l'ai retrouvé en fouillant. Je sentais la suie tout le temps, le brûler. Et j'ai une idée comme le temps de faire l'enquête avec les assurances était assez long, plusieurs mois, j'avais encore la clé et je pouvais y retourner. Donc du coup, je me suis dit, faisons-en quelque chose. J'ai passé une annonce auprès des photographes que je connaissais, que j'avais rencontrés dans ma vie, photographes que j'avais rencontrés pour un article dans un journal, photographes pour faire des photos d'une soirée. Et il y en a une vingtaine qui sont venus dans les décors et chacun a proposé sa photo. Moi, je l'ai aidé à trouver une idée, quoi. Et on a fait une expo de ça, quoi. En fait, on peut tirer parti de quelque chose de dramatique. Ça, c'est ma philosophie, c'est toujours. ça, tout le temps. J'essaie toujours de voir le côté positif de quelque chose de dramatique. Toujours. Toujours. Il y a toujours quelque chose de positif caché dans le négatif. On peut en rire. Parce que vous avez traversé peut-être 2 décennies déjà à faire la fête. Des décennies qui, on le sait tous, il y a eu des événements dramatiques. Comment on arrive à faire la fête après un événement dramatique ? Là, moi, je me rappelle, à une certaine époque, il y a eu des attentats terroristes et Bien sûr. malgré tout, et j'avais vu, tu en parlais dans ton blog à cette époque, et c'était, on va changer la thématique parce qu'on voulait faire un truc absolument sanglant, puis c'est pas ça, mais Exactement. Donc, on fera plus tard. Mais exactement. Je faisais une mais soirée on va faire la Scorsese fête parce qu'il y quand avait même. l'expo Scorsese et il y avait les attentats au Bataclan et je me voyais pas faire une soirée avec des pistolets à blanc et la mafia partout. J'ai attendu. Je l'ai reculé d'un mois, mais j'ai fini par la faire quand même. Parce que Scorsese, c'est quand même très sanglant. Si on connaît le cinéma de Scorsese, il y a quand même pas mal de gouttes de sang. Et donc, de la faire juste quelques jours après, c'était pas le moment. Mais c'est bien en fait de prendre quelque chose de dramatique, en faire quelque chose de gai après, ça permet de se dire bah non, la vie elle continue. c'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est-à-dire que je me voyais pas arrêter le spectacle parce que c'est mon quotidien, c'est ma vie. C'est là que j'ai compris à quel point c'était mon souffle. Puisque j'aurais pu me dire on va attendre que les choses reprennent, mais j'ai absolument pas attendu, ça m'a pris du temps. J'étais avec une femme qui était patiente parce que au lieu de prendre du temps avec elle tous les jours, j'en ai profité, évidemment. Mais je me suis quand même donné la rigueur. Alors, je le faisais de façon très improvisée. C'était foutraque parce que si en plus je me levais le matin pour écrire des sketchs, les filmer, les monter, en vivant à deux, ça n'aurait pas été très sympathique. Donc le soir, un peu avant 20h, je mettais mes enceintes vintage en plus. J'avais pas des trucs très légers que j'enlevais de leur place. Je les mettais sur le balcon. Je sortais mes vinyles. Je piochais dans ma collection de vinyles. Ouais. Je m'étais donné la rigueur de ne pas prendre de MP3. Il fallait que je fasse avec ce que j'ai. Donc j'essayais de trouver un rapport tiré par les cheveux ou pas avec mes disques. Par exemple, parfois quand on collectionne les disques, ça arrive d'en acheter à 1 centime, 1 euro parce que la pochette est marrante. J'avais même un disque de Mireille Mathieu qui s'appelait 1000 Bravo. Donc les 1000 Bravo, c'était les applaudissements. J'avais un disque qui s'appelait Ça ira mieux demain de Annie Cordy. Donc ça ira mieux demain parce qu'on sortira peut-être demain. C'est quand demain On est passé à côté de certaines choses, hein, je pense. Une chanson de Guy Béard qui s'appelle C'est la merde. Donc voilà, donc je faisais des dédicaces musicales avec les voisins, avec un micro, et les gens sortaient sur leur balcon, puis à la fin, ça devenait interactif. Je leur disais, bon, demain, je vais me mettre comme ça, essayez de vous habiller comme ça, on va être... Et donc, c'est bien marré avec les voisins, quoi. Est-ce que... qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui disent, oui, mais la fête, c'était mieux avant ? Moi, je fais des fêtes assez interactives, avec beaucoup de musique, avec beaucoup de références cinématographiques, musicales, donc généralement, on s'amuse bien. Souvent, les gens me redisent toujours cette même chose, que je devrais être remboursé par la sécurité sociale. Donc, tant qu'on me dit ça, je suis rassuré que ça fait de l'effet sur les gens qui viennent me voir et que cet effet thérapeutique de la fête, tant qu'il marche sur eux, je me dis que la mission est accomplie, quoi. En ce moment, tu officies dans ce lieu, c'est le South Pigalle. Comment on appréhende un nouveau lieu, même si juste avant il s'appelait le Nopi, mais on sent, je sais pas, quelle est la responsabilité ? Comment c'est le sentiment que tu peux avoir quand tu dois relancer un nouveau concept ?
C'est assez excitant de lancer quelque chose de nouveau. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le Bus Palladium, tous les lieux où j'ai été, j'avais jamais voulu avant appartenir à un lieu. J'aime bien rester et je me défends toujours. Je sais que parfois ça a toujours énervé les gens pour qui j'ai travaillé, qui me disaient mais pourquoi tu vas faire des choses ailleurs, c'est pas assez bien chez nous. Et j'ai toujours défendu ça, je peux pas rester en place. Il faut que j'aille voir ailleurs. J'ai besoin de faire donc je me défends toujours. Pour l'instant j'ai réussi, on m'a jamais viré, c'est plutôt moi qui suis parti. Je touche du bois. Parce que je dis, mais c'est comme ça que je me renouvelle. Parce que si je reste enfermé, je vais être dans une prison et je vais plus rencontrer de gens. Et puis les gens que je rencontre, je les amène à l'endroit où je travaille. Donc pour ça, il faut que je me balade. Là, on m'a donné les clés du Nopi. Mais maintenant, le Nopi, justement, je l'ai fait avec mon ami qui était au Bus Palladium, qui cherchait désespérément un nouveau Bus Palladium. Alors, j'étais pas forcément pour changer le nom. Et moi, j'étais assez attaché au Nopi. Ouais. Mais bon, à un moment, on compose comme dans un couple. D'ailleurs, Sub, c'est avec bus à l'envers. Exactement. Comme... dans Shining, Red Rum, c'est le Red Rum de la nuit. Et voilà, par contre, on a un même combat, c'est de persévérer à faire découvrir la scène actuelle. Et en deuxième partie de soirée, ça reste ce concept de remplacer des DJ par des groupes qui font des tubes que tout le monde connaît. Donc parce ça, que c'est unique à Paris. Il y a peu de lieux aujourd'hui à Paris où on peut écouter de la musique live. Ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare. À part des salles de concert, mais des lieux. Il y a le Supersonic live. Oui, c'est super le Supersonic. Vers Bastille. C'est super. Et puis il y a le Sub Pigalle. Oui, je ne connais pas vraiment d'autres. C'est vrai que l'autre fois, je sortais d'une soirée privée que je faisais, j'ai fait une retrouvaille. Et on a dit qu'on allait prendre un verre ensuite. On a été dans le 11e et puis je fais tiens, allons au Supersonic. Hop, il y avait un super concert que du coup j'ai appelé pour les programmer au Sub Pigalle. Et on s'est mis au bar en train de parler de nos vies avec un concert en fond super. Donc c'est vrai que c'est quand même très agréable d'y aller les yeux fermés en se disant c'est un lieu, on sait qu'on peut tomber sur un concert, le découvrir, l'aimer ou pas, mais en tout cas j'adore le Supersonic aussi. Si jamais tu n'avais pas eu la carrière que tu as eue jusqu'à présent, si jamais ça n'avait pas été comédien, t'aurais fait quoi? Moi j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le cinéma. C'est-à-dire que quand j'étais pas très sûr de moi, parce que j'étais pas quelqu'un très très sûr de lui. J'ai un père un peu compliqué qui m'a pas aidé à prendre confiance en moi, mais parce que je me rappelle que je disais, c'était pas une phrase de grand ambitieux ça, je veux faire n'importe quoi dans le cinéma, même balayer les plateaux s'il faut. En fait, j'avais tellement envie d'être... pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau tant que je pouvais être sur un plateau en rapport avec la construction d'un film. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense n'importe quoi dans le cinéma, du moment que tu côtoies des acteurs, des réalisateurs et que tu peux parler de cinéma avec les gens. En regardant des fichiers MBD, j'ai même cru voir Nicolas Hulman costumier sur un film de Moki. J'ai fait beaucoup de costumes aussi. C'est vrai que j'adore la mode et c'est vrai que j'ai carrément loué un parking, un box, non pas pour mettre une voiture parce que je n'ai pas de permis, mais pour mettre des costumes. On va imaginer que tu reprends un bar ou que tu vas travailler dans un bar, un café. Je vais te poser 3 questions. C'est des questions hyper importantes et on va voir si tu peux avoir ton CAP garçon de café. Ah. C'est quoi un 102? Oh là 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 là. Moi je suis pas un bon élève, hein. J'étais le dernier à l'école, donc retenir les choses, je suis très instinctif. J'ai été barman, j'ai adoré l'être. Et on aurait pu te demander un 102. J'ai sûrement plein de lacunes. 102, je sais plus. Garçon, on a 102. Un 102. Est-ce que c'est un numéro de table? Même pas. Même pas. C'est un double 51. Oh là là. C'est un double pastis 51. C'est un double pastis. Voilà. Je voudrais un 102, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est qu'un 102? Oui. On va demander voilà, même les barman de ça. C'est un double pastis 51. Bah non, mais je savais pas aussi. Hein. non. Voilà. Bon, vous voyez, je suis rassuré. Même, une des boissons favorites de Serge Gainsbourg, qui commandait des 102, notamment au Rouquet, où il allait de temps en temps, parce que c'était pas loin de chez lui. Ah, c'est vrai que... Pourquoi doit-on rincer le verre qu'on s'apprête à remplir de bière? Vous voulez une bière, vous allez rincer votre verre d'abord, et pourquoi? Oh là là, aucune idée. Parce que ça coule mieux, parce que c'est plus... Alors, parce que ça... Oh là 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 là. Ça va faire moins de mousse. Exactement. Parce que ça va faire moins de mousse, ça permet d'enlever des petites impuretés qui font remonter les bulles et donc ça crée moins de mousse. Voilà. La différence entre une licence 3 et une licence 4? La licence 3
doit s'arrêter à une certaine heure de servir de l'alcool ou ne peut pas vendre? Il faut choisir. C'est l'horaire. Il faut choisir. Oh là là C'est là là quoi là là. Licence 3, licence 4. Licence 3. Et en plus, j'ai eu un bar. Mais bon, c'était pas moi. À part donner le nom, les idées, c'est vrai que... En fait, c'est une question de degré d'alcool. Licence c'est les 3, degrés, en voilà. gros, c'est On peut les mettre vins, les mais alcools forts. pas les alcools forts. Pour les alcools forts, C'est ça. eh bien, on sera sur de la licence 4. Je suis désolé, hein, Ah non, mais vous êtes mieux à l'organisation de Ah oui, soirée, oui, bien Nicolas sûr. Hulman. Moi, les questions, c'est un stress. Je suis toujours nul. Même si je faisais un quiz cinéma, le fait que quand je suis questionné, j'ai le traumatisme du cancre. J'ai pas l'impression finalement que vous soyez très cancre. J'ai l'impression que vous êtes un gros travailleur. Un gros travailleur, pour ce qui justement, vous plaît. pour prouver à son père que même en ayant été le dernier des cancres, je peux travailler aussi longtemps que lui, coucher aussi tard que lui, avec le travail. Voilà. Mais sinon, ça ne veut pas dire que j'étais un bon élève. L'actualité, Nicolas Hulman. Ce qui prend beaucoup de temps dans mon actualité, c'est de retransformer le Nopi en sub, avec mon ami Cyril Bodin. Là, je vais terminer la 2e saison de Rocambolesque avec un dernier conte qui va sortir très bientôt. Un conte qui a été écrit par Sly Johnson, le chanteur, et Marine Mathilde Lamay. On peut rappeler ce que c'est Rocambolesque. Rocambolesque, c'est des podcasts pour enfants, écrits par des chanteurs que j'aime et interprétés par moi-même, avec aussi une petite apparition à la Hitchcock, ou un peu plus, des auteurs. Donc ça, là, il y a une nouvelle saison. Donc là, c'est la fin de la 2e saison. Mais comme on est en 2024, j'espère pouvoir en faire une 3e. Après, la lecture d'une pièce, mais ce n'est qu'une lecture. Faut pas que j'en parle trop, sinon ça porterait malheur. Il y a un court-métrage Nikon que j'ai fait, qui me tient à cœur parce que j'avoue, je suis fan de Johnny Hallyday depuis longtemps, depuis que ma grand-mère m'a amené un jour pour ses 50 ans. J'y allais pour lui faire plaisir parce qu'elle me disait, moi, le seul chanteur que j'aime, c'est Johnny. Elle m'a amené au Parc des Princes pour ses 50 ans. Je peux vous dire que quand on est gamin et qu'on voit un concert comme ça, après, on aime vraiment, pas juste pour faire plaisir à sa grand-mère. D'où les soirées de Johnny Hallyday. C'est qu'on un a peu pu comme voir on dit qu'il y a ceux qui qui n'aiment pas Bruce Springsteen et il y a ceux qui vont le voir en concert. Et après, même si on pensait ne pas aimer, généralement, il y a une illumination qu'on va voir Bruce Springsteen. Ça fait pareil chez nous avec Johnny. On pense ne pas l'aimer et quand on voit ce qu'il donne en concert. Donc, depuis ce concert, je l'ai toujours aimé. Et pourquoi je parle de Johnny, du coup? Pas parce qu'il y a son expo. C'était l'actualité. Parce que c'était l'actualité. Ah, voilà, Ma Gueule, un court-métrage. Voilà. C'est pour ça qu'il me tient à cœur, parce que c'est un fan de Johnny que je joue, qui rencontre par hasard Johnny dans la rue en tombant sur sa voiture et son chauffeur. Donc, voilà, il va sortir bientôt. Et c'est quand même assez émouvant de se dire qu'il y a un de ses réalisateurs français préférés qui est Quentin Dupieux, qui fait partie du jury. Donc rien que de me dire que si le film va dans la sélection et que Quentin Dupieux voit Ma Gueule, ça me fait fantasmer. J'adore Quentin Dupieux. À chaque fois qu'il sort un film, je suis excité comme une puce. Bon, Quentin Dupieux. Je vais voir tous ses films, tout le temps. Quentin Dupieux, on va dire que la demande est lancée. Nicolas Hulman est là et il est disponible. Bon, alors, pas forcément tous les soirs, mais il trouvera un moyen de le faire. Merci beaucoup Nicolas Hulman d'avoir participé à Un café au comptoir. Et puis on va prendre... on va goûter les scones de Charlène. Ils sont à Exactement, côté, on ne pouvait pas parler la bouche pleine, mais maintenant, on dirait des chouquettes. Avec un son mais de... sans sucre dessus, mais non, c'est des scones en fait. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir.